24 mai de l'année 2016, il est 16 heures et quelques. Je voudrais traiter de cette proposition que j'ai appelée de la lucidité. Je tiens à remercier la langue française, lingua franca, et peut-être, évidemment, la langue française n'est pas sortie, n'est pas née du néant. C'est une langue qui est héritière d'une certainement d'une série de langues et que quelque part les concepts qu'on y retrouve, les termes, les notions ne sont que quelque part la, la poursuite et la continuation d'un processus de nomination, d'un processus de spécification commencé beaucoup bien plus précocement. Donc nous avons un terme, ce terme qui existe. Son existence est évidemment prouvée. Ça, et évidemment, la fréquence de son utilisation n'est pas n'est pas n'est pas prouvable, et on ne va pas décider que tel terme est plus populaire qu'un autre, bien que je peux déduire que le terme de lucidité est un peu laissé un peu au repos au profit d'autres termes comme réalisme, oui, voilà, le réalisme plutôt que la lucidité, et que peut-être celle-ci est réservée plutôt au champ médical. Par exemple, on dit quelqu'un qu'il est lucide pour dire qu'il est éveillé, qu'il est sorti d'un moment d'absence, qu'il est sorti du coma, qu'il est devenu réactif et conscient du monde qui l'entoure. Donc, évidemment, la lucidité, c'est cette capacité que nous avons à prendre conscience de nos limites, de nos capacités, mais aussi de nos limites. Nous pouvons bien entendu surdimensionner nos capacités, être dans une certaine euphorie d'estimation, de souhait, etc. Nous pouvons nous estimer dans une position d'être en capacité d'aller au-delà de ce qui est communément envisagé. Quelque part, nous pouvons nous estimer comme d'une nature différente, que nous sommes quelque part des gens qui réalisons l'irréalisable, l'impossible, que notre volonté est plus forte que tout. Bien entendu, nous pouvons être dans ce processus mental et nous pouvons aussi avoir des retours positifs qui nous renforcent dans cette disposition mentale. Donc. Et bien entendu, tout quelque part, cet état d'exception ne peut pas être tenu à l'infini. L'état d'exception, par nature, un état fini, un état qui est déterminé dans le temps
et qu'il peut bien entendu être étendu, mais ne saurait devenir un état permanent. C'est pour cela que nous l'appelons un état d'exception, sinon nous l'aurions appelé autrement. Donc, à un moment donné, la réussite quelque peu exceptionnelle de certaines personnes ne peut pas nous cacher, ne peut pas nous dissimuler la vérité, qui est que tout doit être soumis à la règle du possible. La lucidité, c'est être capable de tenir compte de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, de connaître les limites, de connaître quelque part les frontières indépassables, infranchissables. Être lucide, c'est être capable de saisir la réalité, évidemment dans ses diverses manifestations, dans sa complexité, tenir compte de toutes les complexités, évidemment apparentes, et peut-être les complexités dissimulées ou à venir. Certaines complexités peuvent être de nature un peu, quelque part, moins, peuvent en fait être uniquement un premier volet. Après, derrière, il y a un volet caché de complexité. Derrière la complexité, il peut y avoir d'autres complexités. Mais nous devons aussi faire dans ce travail, dans cet effort de lucidité ou d'élucidation, nous devons garder en tête qu'il y a l'intervention de l'imprévisible, d'une force ou d'une loi que nous appelons imprévisibilité ou que nous appelons aussi aléatoire, le côté aléatoire, ou plutôt de ce qui quelque part vient contrarier quelque chose que nous avons organisé et que nous avions voulu réaliser et pour laquelle nous étions préparés. Préparés de façon assez que nous avons pensé la plus parfaite possible. Or, donc, tenir compte de nos possibilités, de nos limites, et évidemment tenir compte, bien entendu, cela inclut l'environnement. Devons aussi tenir compte des autres, de ce qui nous entoure, des forces de la nature, des forces sociales, aussi notre force propre, de nos capacités et de nos limites cognitives, physiques, relationnelles. Nous devons tenir compte d'un certain nombre d'éléments déterminants, mais qui sont plutôt des éléments limitatifs et non pas dans certains cas, sont des éléments qui limitent, plutôt qui restreignent nos capacités ou qui restreignent notre capacité à développer, à aller au-delà d'un certain seuil. Voilà, donc la question de seuil. Il y a un moment où nous ne pouvons pas aller au-delà d'un seuil un seuil du réalisable, et au-delà, nous sommes plutôt dans une certaine création d'une sorte de processus de débordement de l'imagination. Quelque part dans le processus mentaux, il peut y avoir à un moment donné la production d'un dérapage, d'un déphasage et donc d'une sorte de sortie de route qui, si elle n'est pas corrigée à temps, et peut conduire évidemment à des situations désagréables, et quelque part peut interrompre un processus de réalisation bien avant qu'il soit arrivé à son terme. Voilà, donc donc je reviens sur l'intérêt de ce terme ou de cette notion qui est en fait la lucidité. Donc quelque part le fait d'être capable d'apporter
d'éclairer, d'apporter de la clarté dans quelque chose de quelque part, de révéler ce qui est peut-être demeure euh, dans une certaine obscurité, dans une certaine invisibilité. Nous devons éclairer les choses euh, pour, pour avoir une vision complète de ce qui nous entoure. Il y a donc être lucide, c'est être capable de voir la scène dans son intégralité. Une pensée dans son intégralité, dans toute la variabilité de ses implications. Une action dans le potentiel, dans toute l'éventail de son potentiel, et évidemment, quelque part, de voir aussi jusqu'où, normalement, jusqu'où on peut aller et à quel moment il n'est pas possible euh, de se prononcer. À un moment donné, il faut avouer que nous n'avons pas la maîtrise des choses et que nous devons faire avec ce que nous sommes en capacité de maîtriser et non pas avec ce qui quelque part, qui doit rester du domaine de l'hypothèse gratuite, de l'hypothèse infondée, de l'hypothèse presque qu'on produirait par jeu et par simple euh, envie de se divertir. La lucidité, c'est quelque part sortir un peu du jeu, quelque part de l'illusion, le jeu de la dissimulation qu'on ferait avec soi-même en s'imaginant capable en s'imaginant capable de faire des choses impossibles pour d'autres, en s'imaginant capable de comprendre ce que les autres mettent un temps fou à comprendre, ou nous s'imaginons qu'on est un destin singulier, vraiment différent des autres, et évidemment on peut s'imaginer un destin, mais si nous n'avons pas les moyens de le réaliser, mais si le prix qui est à payer en est trop lourd, ou si par exemple nous ne donnons pas les moyens de le réaliser, toute réalisation demande des sacrifices. Mais tous les sacrifices n'aboutissent pas à la réalisation du désir premier, du désir qui a motivé les sacrifices. Ce n'est pas parce qu'on produit un souhait et qu'on fasse l'effort supposé pour le mettre en réalisation que normalement on est garanti. On est garanti du succès de notre entreprise. Nous lançons des choses, nous nous préparons, nous faisons des efforts, mais le succès n'est jamais garanti parce que il y a toujours un extérieur à soi. Il y a toujours d'autres possibles qui peuvent se heurter à notre possible propre. Donc, c'est l'interaction des différents possibles, des différents désirs qui produit, en fin de compte, qui produit l'effet final, et non pas une volonté unique, une volonté singulière, une volonté individuelle. Donc dans cette j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte et que donc qu'il y a donc je n'ai pas l'habitude, donc je dois un peu ne pas parler très fort et tout ça. Mais fondamentalement, je suis un peu empêché développer cette proposition parce que j'ai peur d'avoir des propositions sans trop de valeur. Et quelque part, toujours le désir. Là, il s'agit, je suis lucide sur mes capacités, mais je m'autorise quelque part l'espoir à un moment donné.
de pouvoir un peu être dépassé par mes propres limites, pas par mes propres limites, mais par ma propre faconde. Quelque part, comme j'ai affaire aux mots et au raisonnement, j'ai toujours le souhait de d'aller au-delà de ce qui me paraît possible et d'avoir des développements, de produire quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Seulement, là, il s'agit uniquement du champ de la parole et non pas de l'action, sauf si on considère que la parole est déjà le début d'une action, que la parole elle-même est une action en soi. Évidemment, je ne peux pas devenir ce pourquoi je n'ai pas été préparé. Je peux commencer, je peux esquisser les choses, mais de là à être cette personne en capacité de produire des raisonnements profonds, des raisonnements bien, bien, comment dire, bien pesés, bien consolidés, bien charpentés, j'en doute un peu. Donc, ce jeu avec les mots, ce jeu avec les notions, et avec le langage, etc., est toujours quelque part une sorte d'expérience continue pour savoir s'il est possible. Je ne peux pas parler d'un savoir sauvage parce que je ne suis pas dans une situation où j'ai reçu des influences, j'en reçois en permanence. Donc mon savoir n'est que quelque part le, euh, la transmission, la continuation d'un savoir que j'ai reçu à divers moments de ma vie et que je continue donc d'emmagasiner. Et il en ressort quelquefois des éléments. Donc mon savoir n'est pas en fin de compte mon savoir, c'est uniquement j'y introduis à quelques moments ma patte propre, je le refaçonne, mais la matière qui le constitue est une matière que je partage avec tout le monde, une matière que j'ai empruntée. Ce n'est pas moi le créateur de la matière. Après, je peux en faire, euh, je peux en faire des éléments qui prennent telle ou telle forme. Ça n'empêche pas que la matière, c'est, la matière est juste empruntée et non pas créée ex nihilo. Donc voilà, dans ce promenage avec le langage, dans les arcanes du langage, dans les différentes, je veux dire, dans les différentes sous-pentes, dans les différents interstices, dans les petits coins et recoins du langage. Et voilà, donc quelque part, toute cette entreprise avec les mots est aussi quelque part une sorte de promenade dans, dans un lieu qui est très grand et qui recèle bien des qui n'est pas un lieu facile à découvrir, facile à parcourir. Il révèle, il est plein de petits coins dans lesquels se dissimulent des petites choses. Et donc voilà, en parcourant la mémoire de langage, la mémoire des mots, je suis aussi à la recherche de quelques petites choses qui s'y sont dissimulées. Donc pour revenir sur la proposition qui est de traiter de la lucidité, euh, à un moment donné, si on doit dire, c'est aussi la capacité, voilà, donc j'ai inclus ce terme d'expertise, c'est la capacité d'apporter une expertise, évidemment la plus aboutie possible, la mieux façonnée possible, sur quelque part l'expertise par rapport à une demande précise. Je demande et donc avant de demander, je dois savoir si ma demande a des chances d'être reçue, acceptée, entendue ou non. Donc, s'il le faut, je refaçonne, je réadapte ma demande
en fonction de ce qu'il est possible d'attendre, et ce qui est possible ou pas. Je ne peux pas je ne peux pas postuler pour quelque chose qu'on ne va pas m'accorder, que je sais par avance qu'elle ne me sera pas accordée. Donc, je fais l'expertise. Évidemment, souvent, dans l'expertise, il y a, évidemment, souvent, il y a des réaménagements. Au départ, le désir est quelque peu sans limite. Le souhait est assez... donc, je disais, le souhait est assez... quelque part, il n'est pas vague, mais il est plutôt pluridimensionnel, il est pluriel, il est riche, il est très dense, il est quelque part en profusion. Le souhait est en profusion. Donc il faut réduire, il faut quelque part arranger la chose. Et donc je dois, comme on dit pour les plantes, je dois en fait tailler dans ce souhait. Je dois évidemment réduire sa masse, réduire le redessiner, mais plutôt en le raccourcissant. Parce que c'est ce qu'on fait avec les plantes, on les taille régulièrement parce qu'on veut qu'ils gardent une certaine forme. Donc, parce que nous en avons un usage précis. Nous ne mettons pas les plantes pour leur bien-être propre ou pour leur être propre, mais parce que nous en avons un besoin bien précis et il faut qu'elle continue de répondre à ce besoin, qu'elle soit un besoin de protection, un besoin d'isolation ou un besoin esthétique tout simple. Pour cela, nous faisons toujours un travail qui est quelque part et sûrement très, très néfaste à la plante. La plante continue de vivre, mais elle est freinée dans son expansion. Donc nous avons à freiner quelque part un autre désir dans son inclination à être en expansion. C'est cela la lucidité. C'est en fait, ça frôle bien une certaine forme de résignation. Le réalisme est aussi une forme de résignation, d'acceptation des contraintes du milieu et des contraintes aussi peut-être inhérentes à la nature même quelque part de notre comment dire inhérente à la nature de celui qui est chargé de répondre à notre désir. Donc je continue de ne pas être assez concentré. En tout cas, je pense avoir donné quelques éléments. Ce ne sont pas les éléments les plus pertinents, c'est clair, cela dépend aussi, la lucidité consiste aussi à accepter qu'un certain travail puisse ne pas bien se dérouler parce que les conditions ne sont pas toujours là. Il faut mobiliser une certaine capacité cognitive bien. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses qui interfèrent. Le problème de ce discours, c'est que c'est un discours d'une proposition enregistrée, donc elle est normalement destinée à être publique, donc il faut quand même en fait prendre en compte qu'il faut quelque part une certaine autocensure, une certaine autorégulation,
Voilà, moi j'arrive à ce terme. Tiens, voilà une petite découverte. Donc, quelque part, la lucidité, c'est de l'autorégulation. Voilà, c'est quelque part, ce n'est pas un raccourci, c'est une conclusion de l'autorégulation. Et en fait, c'est, comment dire, il y a souvent ce qu'on nous présente comme lucidité, donc quelque part ce que nous acceptons, malgré l'évidence quelquefois, donc la parenté entre lucidité et évidence, et donc quelque part le processus de mise en évidence plutôt, et quelque part ce qu'on nous présente comme miraculeux, souvent c'est des choses ordinaires, quelque part quelqu'un qui découvre de l'eau au milieu d'un environnement sec, et voilà, qui fait jaillir de l'eau. L'eau n'est pas, il fait jaillir quelque chose qui est existant. Il ne fait pas jaillir quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. C'est vrai que elle n'existe peut-être pas dans un milieu en particulier, mais elle existe ailleurs. Quelqu'un qui fait quelque chose, bien entendu, si on parle de quelqu'un qui peut faire une torsion son cou et regarder par derrière derrière son dos, ce n'est pas possible. Là, il s'agit, là, on n'est plus dans le domaine, c'est quelqu'un qui ne laisse pas de traces, quelqu'un qui marche sans laisser de traces. Ça dépend de l'environnement. Il y a des environnements, si on marche dedans, on ne laisse pas de traces, ou la trace est absorbée immédiatement. Donc il n'y a pas de trace. Dans un sable mouillé, la trace est très rapidement absorbée. Mais après, tout dépend de la nature de l'environnement. Mais donc le miracle aussi touche à quelque part, c'est toujours rapport aussi avec le physique. Mais on détourne le physique comme un jeu, quelque part, un jeu de magie. Il s'agit de faire croire que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'irréel s'est produit. En fait, évidemment, le lapin est un vrai lapin. Il ne s'agit pas de changer un lapin, une peluche de lapin, il ne s'agit pas de la changer en lapin vrai, de chair, en chair, ou l'inverse. C'est uniquement un travail de dissimulation. Donc, quand on nous parle de miracles qui consistent un peu, évidemment, ça ne sort jamais de la physiologie humaine, seulement la physiologie est détournée. Et détournée, c'est la capacité peut-être de ne pas dormir. Voilà, ce serait un effet miraculeux au fait de ne pas manger. Mais toujours. Donc, fondamentalement, nous sommes quelque part, quand nous sommes dans ce processus d'accréditation de ce type de croyance, nous sommes quelque part hors de ce qu'il est possible d'appeler lucidité. Peut-être que c'est un besoin d'exister sur des plans de perception différents. Et donc, là, je change. Donc, en ayant fermé la fenêtre, donc je me concentre un peu mieux. Et quelque part, je peux enrichir en passant à un stade supérieur, en introduisant l'idée qu'il faut varier les perceptions. Ce qui est en fait possible de considérer comme de la lucidité, de la rationalité, on peut dire aussi, c'est qu'en fait, dans un certain schéma mental, bien entendu, mais dans un autre schéma de perception, il est tout aussi ce qui n'est pas dans le domaine du lucide, de ce qui n'est pas dans le domaine de ce qui est acceptable, de ce qui est raisonnable, et ça devient raisonnable. Ça peut, et quelque part, donc, en changeant d'angle,
en changeant d'angle de vision, on peut supposer que les gens qui manquent de lucidité, qui en font preuve de manque de lucidité évident, sont en fait aussi dans une certaine vérité. Ils ne sont pas obligatoirement dans le faux, ils ne sont pas obligatoirement dans une certaine auto-illusion, auto-persuasion, ils sont plutôt, ils peuvent très bien. Donc, je vois que l'intérêt de cette sortie n'est pas tout à fait évident parce que ça éloignerait trop du terme de la proposition. Et donc, on s'orienterait. J'ai déjà traité de cette histoire de multiperception où, quelque part, quand on nous parle d'une dimension, on nous parle maintenant de l'univers, du multi-univers ou de la multidimensionnalité. Et quelque part, c'est sur le plan physique, ça commence à être traité. C'est une possibilité, c'est un enrichissement. Ça permet à notre esprit quelque part, on n'en a pas un besoin évident, mais ça permet de créer un certain dérivatif pour quelque part nous permettre d'établir quelque part, de sortir un peu de cette perception qui paraît limitée. Et si on imagine, si on commence à parler de multi-univers ou d'univers parallèles ou de dimensions parallèles ou d'une infinité d'univers, là on est déjà dans l'univers, un seul univers, on est devant une certaine devant nous saisir un peu de la difficulté de percevoir cet unique univers, déjà par 6 dimensions. Mais s'il faut parler d'une infinité d'univers, alors là, nous pouvons nous échapper quelque part, à aller passer, à aller rêver de cela, à aller essayer de l'approcher. Et cela nous fait comme quelque part, nous avons un pays, nous y vivons bien, mais nous avons besoin de rêver d'un pays exotique, d'un pays différent. Même si nous n'y rendons jamais, ça nous fait du bien de rêver. Là où de rêver toujours de quelque chose de différent et de lointain et presque d'inaccessible. Donc la lucidité, c'est donc pour revenir, c'est sur elle. Donc c'est quelque part quelque chose qui est très lié avec le réel dans sa dimension ordinaire, dans sa dimension quotidienne, dans sa dimension j'allais dire, à court ou à moyen terme. On ne parle pas du long terme, c'est autre chose, mais nous devons, parce que nous avons des besoins et que nous avons quelque part à nous projeter dans l'avenir, souvent nous avons des marges de manœuvre qui sont assez réduites et nous devons tenir compte du changement. Nous sommes toujours quelque part dans ce que d'autres appelleraient une évolution, mais nous sommes dans un changement, un processus de changement qui va plutôt comment dire, ce n'est pas un changement qui va en expansion, mais c'est plutôt nous allons vers une certaine réduction, une certaine contraction de nos capacités physiques, cognitives, sociales, etc. Donc nous devons
quelque part anticiper les changements, anticiper les contraintes à venir, les difficultés à venir. Donc la lucidité serait d'abord de prendre en compte les éléments qui déjà nous contrarient, mais aussi les processus mentaux qui nous empêchent de voir, parce que nous devons aussi, souvent nous produisons un certain... nous vivons dans un certain schéma mental qui nous empêche d'être en capacité d'être dans la bonne anticipation. Tout le monde fait de l'anticipation, tout le monde fait de la prévoyance. Seulement, il y a une prévoyance qui est lucide et qui est réelle. Évidemment, il reste toujours un aspect un peu inconnu, c'est l'aspect l'évolution du corps. La maladie est quelque chose qui ne donne pas toujours des signes avant-coureurs, ne produit pas toujours des symptômes bien visibles. Il peut arriver des accidents ou l'évolution ou des pathologies qui évoluent de façon très rapide et donc quelque part ainsi évidemment là il ne s'agit plus de parler de lucidité ou de prévoyance ou d'anticipation, il faut parler de quelque part de préparation à l'inévitable, mais ce qui est la lucidité, donc la capacité, le travail d'anticipation, le travail de préparation, et donc souvent nous avons du mal à saisir, à nous, comment dire, à prendre conscience de ce qui est nos limites. Nous avons quelque part, nous avons toujours une perception retardée de la réalité de nos capacités. Et quelque part, nous sommes encore un peu en retard pour vraiment nous percevoir tels que nous sommes devenus. La réalité de notre présent. Et non pas, quelque part, nous vivons avec le souvenir, avec peut-être même de ce que nous avons été. Nous avons été peut-être en capacité de faire des choses. Avec le temps, nous pourrions ne plus l'être. Et c'est là la lucidité, c'est d'être capable de comprendre que nous avons des limites en rapport avec l'âge que nous avons, en rapport avec ce que nous avons accumulé, ce que nous avons bâti ou pas bâti. C'est-à-dire quelles sont les compétences de vie que nous avons développées. Avons-nous été en capacité de quelque part d'emmagasiner un maximum de talent. Voilà, le talent pour mener une vie qui nous soit, comment dire, une vie que nous pouvons assumer. La question de l'échec, de la réussite, c'est toujours une question qui est à discuter. Pour certains, une petite réussite est largement suffisante. Pour d'autres, une grande réussite, ce n'est pas tout à fait cela. Et un certain nombre de gens rêvent d'une réussite bien exceptionnelle, quelque chose d'exceptionnel. Or, pour d'autres, il s'agit juste de vivre, tout simplement. Et pour d'autres, l'échec n'est pas une valeur, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il y a uniquement à être. Après, nous sommes jamais dans l'échec ou dans la réussite, nous sommes
ce que nous sommes, nous ne devons pas apporter de jugement sur ce que nous sommes, nous devons uniquement être dans une bonne interaction avec le monde, une bonne interaction. Un être qui a réussi socialement, économiquement, peut être dans une mauvaise interaction au niveau social, au niveau relationnel. Un être qui économiquement est faible peut être dans une très bonne interaction. Il peut avoir autour de lui des solidarités, des présences suffisamment pour pouvoir se sentir dans une grande forme intérieure, côté affectif, etc. etc. Donc les choses ne sont pas toujours comme elles se présentent. Il y a toujours un effort de nuanciation qu'il faut faire sur toutes les situations. Donc la lucidité, aussi dans le travail de lucidité, il y a aussi une question, bien sûr, j'en parlerai dans une autre proposition, mais l'idée de la nuance, la capacité de nuance. Mais ce n'est pas ça que je veux dire, c'est la capacité. Des fois, on est dans une certaine incapacité à visualiser ce que l'être que nous sommes ou que nous sommes devenus. Les deux vont ensemble. Il y a un être en action qui quelque part nous est impossible à atteindre. Notre propre être nous est impossible à approcher. Et il faut que d'autres, des extérieurs, fassent le sale travail de nous révéler à nous-mêmes. Souvent, le problème, c'est que nous n'acceptons pas cette vérité, cette révélation. La vérité, comme on dit, blesse, et des fois, elle blesse à mort. Elle blesse éternellement. Donc, quelque part, nous devons jouer les porteurs de mauvais messages, de mauvaises nouvelles. Et quelque part, nous devons jouer à ce jeu-là pour quelque part éveiller l'autre sur sa réalité. Et il est évident qu'il y a toujours nous-mêmes, nous sommes dans une certaine, quelque part, une certaine ignorance de la vérité. La vérité, nous essayons toujours de l'apercevoir, mais une partie de cette vérité, même notre vérité subjective, nous échappe. Nous sommes toujours quelque part en déficit de perception. Mais nous faisons quelque part cet effort. Je m'intéresse à ta vérité, je sais, et quelque part, comme je suis donc je peux deviner des choses, faire des propositions, et à l'inverse, ta perception à toi, elle m'est utile aussi, elle m'est indispensable, parce qu'elle me permet de voir ce que je n'arrive pas à percevoir sur moi-même. Donc c'est la question de l'utilité de la perception étrangère, de la vision étrangère sur soi-même, la vision, je veux dire, la vision altère, voilà. Donc, voilà, donc la lucidité serait quelque chose qui est, comme le concept lui-même est d'une utilisation assez peu fréquente, comme par exemple, j'ai entendu ce matin quelques mots dits par l'actuel président de la République française qui disait des choses comme quoi on se souviendra de lui, son action ne sera vraiment comprise que dans quelques décennies et que quelque part, voilà, déjà, c'est vrai que c'était une émission sur l'histoire, mais déjà il s'inscrit dans la longue durée, ou dans la moyenne durée, déjà il conçoit son action
comme peut-être une action qui restera dans les annales, ce qui est un peu surestimé sa propre personne et sa propre action, puisque cette action, elle a déjà que 4 ans, et quand elle sera finie, elle aura juste fait 5 ans. Et que 5 ans, c'est obligatoirement une action dans une certaine précipitation, dans une certaine accélération, dans une certaine impréparation. Et on va dire, c'est souvent un peu réactionnel. Et il est évident que ce qu'on peut appeler des réformes structurelles ne sont que l'ébauche de ce qui est réellement une réforme en profondeur. Et que l'intérêt, ce n'est pas soi-même, ce n'est pas le regard qu'on porte sur soi-même, mais c'est le regard que les autres portent sur soi-même. Parce que il est évident que dans 40 ans, il ne sera même pas là. Donc à quoi lui servira une appréciation positive sur sa propre action? L'histoire, on s'en fiche royalement du sort que l'histoire va nous réserver, puisque cela ne sera d'aucune utilité, à moins que notre désir ultime serait d'être admis dans la compagnie des grandes personnes de la République et d'être enterré aux Invalides, quelque part. Qu'est-ce que ça change qu'on soit aux Invalides ou qu'on soit dans un autre cimetière, dans une autre tombe? Cela ne change rien en soi, à part que peut-être aux Invalides, on ne sera pas déménagé au bout de quelques décennies, mais qu'on y restera pour quelques siècles, un ou 2 siècles sûrement, et peut-être que les choses après changeront, mais en tout cas, c'est cela la seule différence qui fait. Mais quelle différence pour les os d'être enterrés ici ou là-bas, ou d'être réduits en poussière. Ce n'est pas la vie et la mort, c'est les interactions qu'on produit avec son milieu. C'est ce qu'on produit, les interactions, les actions et les réactions. C'est ce qu'on fait et c'est la réponse à notre action qui sont intéressantes. Un mort, il n'est plus dans l'action ni dans la réaction. Un mort, il est hors monde, il est hors jeu, il est hors tout. Donc il ne compte pas. Et il ne reçoit aucun message, il n'est pas en capacité de profiter de quoi que ce soit, de recevoir, de recevoir, comment dire, d'être en capacité de profiter d'un privilège ou peu importe, ou d'une onction, voilà, une onction post-mortem. Un mort n'a aucun intérêt à recevoir une onction post-mortem. S'il a des descendants, peut-être ça leur profitera, mais lui-même, il s'en fout royalement d'être sanctifié ou peu importe que ce soit par une république laïque, que par une autre autorité, peu importe. Donc fondamentalement, la lucidité, c'est notre la perception que nous avons d'une autre personne dans son rapport au monde, dans ce qu'elle crée comme relation au monde, dans ce qu'elle institue, dans ce qu'elle façonne, dans ce qu'elle peut-être aussi impose au monde. Nous pouvons avoir quelquefois nous-mêmes créer un certain rapport au monde, mais de façon microscopique, avec quelques personnes de notre entourage. Nous pouvons quelque part un peu les influencer ou leur imposer un certain type de relation. Ça reste quand même assez folklorique au niveau de l'intérêt de la chose. Nous, la lucidité, donc, est un mot qui a son utilité et
nous passons quelque part à la lucidité, c'est aussi lié peut-être à une certaine forme de maturité. Une maturité qui pourrait basculer vers une certaine, déjà, un certain déclin. Maturité qui commence à sentir le trop mûr un peu. D'où le retour vers la question de la résignation. Je ne peux pas imposer au monde ma vision, cette vision qui est quelque part, qui était conquérante. Je dois m'adapter au monde plutôt que d'adapter le monde à ma perception ou à mon désir. Ou alors, ce serait la lucidité, ce serait de créer un compromis, de trouver un compromis évidemment le plus profitable possible à soi-même, dans cette tension entre ce qu'il est possible de faire ou d'attendre ou d'espérer et ce qu'il faut quelque part proscrire comme désir, comme finalité ou comme avenir. Voilà, donc il y a eu dans cette proposition l'émergence ou de quelques mots. Ça n'a pas été super bien traité. Vous pouvez aussi la traiter comme vous voulez, traiter la lucidité comme vous voulez. Évidemment, je ne m'appuie sur personne, je n'en ai pas besoin. Si je suis incapable de traiter d'une chose qui paraît quand même assez accessible que la lucidité, si je dois m'appuyer sur telle ou telle sentence ou telle phrase d'une personne d'autorité, personne détentrice d'une autorité morale ou intellectuelle, et je serai encore vraiment en apprentissage. J'estime que je suis au-delà de l'apprentissage. Je ne suis plus du tout, je n'ai plus besoin de mentor, je n'ai plus besoin de soutien, de l'appui ou de la, comment dire, de l'autorité de quiconque, ou plutôt de sa réputation pour pouvoir produire ce qui, quelque part, m'intéresse. Je produis des choses où je crée des choses en rapport avec mes capacités, avec mes limites. Je réussis moyennement, je ne réussis pas du tout, ce n'est pas un problème, étant donné que la réussite est quelque chose qui ne m'intéresse pas, quelque part, qui me laisse indifférent. Ce n'est pas la réussite, c'est d'aller interroger ce fond quelque part commun que je partage je suppose que je partage quelque part ce fond universel, cette chose qui fait que quelque part je suis lié au monde, même quand je suis hors monde, je suis lié au monde par les mots, je suis lié au monde par une certaine façon d'utiliser les mots, par une certaine façon de percevoir les relations entre les mots, et évidemment par une certaine façon de ressentir les choses, de percevoir donc les processus en jeu, les corrélations entre les choses, les possibilités de passage entre les états, entre les désirs, tout cela est donc cette forme de reliance avec le monde, de multiples façons que j'interroge, et je ne suis pas comment dire, en désir ni en obligation de réussir. Ce qui m'importe et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir que une personne, quelque part dans cet éventail qui est limité
d'approche. Ce n'est pas ce qu'une personne peut être capable de mobiliser comme mot, comme argument, comme image, comme solution pour traiter d'une proposition bien donnée. Voilà ce que j'ai été capable de faire ou de ne pas faire, évidemment en fonction de mon état mental, en fonction de mon état physique, en fonction des échanges que j'ai eu par avant et l'état donc est-ce que je suis bien en capacité ou est-ce que l'échange que j'ai eu avant m'a épuisé et, ou si est-ce que je suis toujours en capacité de faire et il se peut qu'à un certain moment que je sois passé du côté de la sénescence et que je suis devenu quelque part déjà, je suis en déclin, ce qui je n'arrive pas à saisir, peut-être je n'arrive peut-être pas à saisir le degré de ce déclin. Et voilà, donc il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Je suis sûrement en déclin cognitif. Cette façon de faire est peut-être une certaine... Je contrarie ce destin, je contrarie cet horizon. Et, donc, mais malgré tout, je peux réussir, entre guillemets, à mieux traiter d'une proposition particulière par rapport à une autre. Et c'est ainsi que se poursuit le jeu des propositions.